Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de poésie et de littérature. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir le poète, écrivain Noufel Bouzbouja. Noufel, bienvenue à Berbère Télévision Insuffisée. أزول في الأول أزول إيش أدا يوسف أزول اللي غادي توالين غادي تمحسسن تمدي ثاقي. مرحبا يسك أدنى وين غمسلايوك فايني تقدشض. Et donc aujourd'hui tu vis au Danemark et tu portes honneur à nos couleurs, hein, à nos couleurs littéraires, puisque donc tu es dans l'écrit, y compris dans le danois. Comment se fait ton séjour aujourd'hui au Danemark? Eh ben, il se fait d'une manière vraiment parfaite parce que je suis dans le cadre d'une organisation internationale qui s'appelle ICORN. D'ailleurs, je suis le représentant des écrivains ICORN actuellement. Donc, il se fait d'une manière parfaite. J'ai un champ d'action personnellement. Donc, je suis invité à pas mal de débats, pas mal de conférences et des lectures également. Donc, d'une manière générale, vraiment très bien. Donc, j'ai une intégration professionnelle qui m'honore et qui me... C'est très bien. Ouais. C'est très bien. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, tu étais même ici à Paris pour le Salon international du livre, je crois. Je crois que tu avais fait partie de la délégation du Danemark, c'est ça? Absolument. Donc, on était dans le Salon du livre des écrivains scandinaves, nordiques ou scandinaves. Donc, on a représenté un petit peu l'autre tranche des écrivains qui vivent en Scandinavie. Voilà. C'est très bien. Et est-ce qu'en Scandinavie, est-ce qu'on a une idée un peu sur la culture kabyle? Alors, sur la culture kabyle et particulièrement et la culture amazigh, il y a très très peu. Très très peu. Et personnellement, j'essaye à peu près de faire connaître cette culture. De vulgariser un peu notre culture, donc, de la rendre un peu c'est-à-dire à la portée de la population danoise. Oui, oui. Donc à chaque fois que je suis invité à des débats ou des conférences, donc j'ai personnellement une conférence qui s'intitule, en anglais d'ailleurs, qui s'intitule The Amazigh Culture, Survival Among the Fittest, qui en français sera la culture amazigh, comment dire, résistance parmi les plus forts. Donc je parle un petit peu des personnalités, hein, des valeurs aussi amazigh, de laïcité, de sécularisme et aussi de démocratie qu'on a en Kabylie, mais aussi... tu montres un peu nos valeurs en réalité, hein, nos valeurs les plus fortes. Absolument, donc je coordonne ça et je collabore avec des universités, entre autres l'université d'Utrecht en Hollande, aux Pays-Bas, et avec aussi des associations, des organisations internationales, beaucoup plus en Europe. Mais si j'avais les moyens, en fait, j'étais invité aussi en Inde, en Chine, mais malheureusement... Le nerf de la guerre n'y est pas encore. Mais ça va venir parce que, honnêtement, tu es sur plusieurs fronts depuis de longues années. Et c'est magnifique que tu écrives aussi dans plusieurs langues, que tu dépasses un peu à ta manière les frontières, puisque tu es aussi dans de multiples voyages. Hein. Avant le Danemark, je crois que tu étais en Espagne, n'est-ce pas? Absolument, j'étais en Espagne. J'ai vécu environ... 2 ans en Espagne, toujours. C'était un petit peu quand même, disons, un petit peu dur en Espagne parce qu'il y avait la crise qui commençait et tout ça. Mais j'ai pu faire des performances en 3 langues en fait avec une amie, Christina. Donc on faisait des performances un petit peu à l'université et aussi dans des bars, dans des cafés. On parlait aussi de Amazigh, voilà. Même en Espagne, hein, l'Espagne que les Amazirs ont largement contribué à édifier, contrairement au discours un peu omniprésent qui limite cette présence à la présence arabo-musulmane, hein, ce qui est archi faux, bien sûr. Et en Espagne, est-ce qu'il y a des survivances berbères? Est-ce qu'on peut les trouver, par exemple, au sein de la population ou bien au sein même de certains édifices?
Oui, ils en parlent, par exemple, ils disent los moros. Los moros, c'est les berbères, les morts. Les morts, les morts, oui. Les morts. Donc, ils ont, dans leur conscient collectif, ils ont encore des restes. Mais toujours, on est toujours assimilé à cette idéologie au panarabisme. Donc, oui, on est arabe, oui, c'est les arabes. Mais ils en ont. Il y a quand même des gens qui sont assez intelligents pour faire la différence et pour comprendre les choses. Absolument. Donc, c'est des gens quand même qui ont... on a une histoire commune avec les Espagnols ou avec la péninsule ibérique. Tout à fait, bien sûr. Ouais. Mais côté architecture aussi, moi je suis parti à Séville. Oui. Moi j'ai trouvé des édifices où il y a l'architecture de Tajmath. Voilà. De l'assemblée du village. Donc j'ai trouvé ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà. Ah, c'est magnifique tout ça. Hein. Bon, on fait un peu un voyage un peu vers le passé. Avant d'arriver en Espagne, je crois que tu as enseigné à l'université de Tizi Ouzou. Oui, à l'université de Mouloud Maamri. J'étais enseignant au département d'anglais, j'étais vacataire. Hein. Oui. Exactement. Mais j'ai beaucoup plus appris en fait qu'ai-je, disons, enseigné. Voilà. J'ai enseigné... C'est certainement que des gens ont bénéficié quand même de ton expérience, hein, ne serait-ce que sur le plan humain. Hein, c'est important, oui, l'échange humain qui se fait à l'université. L'université Tizi Ouzou est une université phare qui a une histoire aussi. Hein, c'est là qu'est parti le premier mouvement de contestation du système algérien. Hein. Il faut le rappeler, le printemps berbère a commencé à l'université de Tizi Ouzou. Et grâce d'ailleurs à un livre de poésie. Donc, poème kabyle ancien de Mouloud Maamri. C'est juste une seule conférence qu'on n'a pas voulu, quoi. Le régime n'a pas voulu. Oui, pour moi, c'est un grand honneur en fait d'avoir étudié à Tizi Ouzou, le bastion des luttes en fait. Tout à fait. Et je vais citer aussi le printemps noir, hein, le printemps noir durant lequel j'étais moi-même blessé. Pas loin de c'est bien que tu le dises et c'est bien aussi qu'on rende hommage à toutes les victimes et il faut aussi qu'on rappelle que justice n'a pas été faite jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Voilà, ce fut une expérience fabuleuse mais traumatisante. Ce fut une tragédie que les uns et les autres veulent oublier aussi, n'est-ce pas? Ben oui, moi je me dis toujours que pendant des combats comme ça, il y a des pertes, mais il y a aussi des enseignements qu'on tire en fait. Au niveau personnel, tout à fait. J'ai beaucoup appris et je sais que je ne serais pas quelqu'un d'accompli aujourd'hui, quelqu'un qui aurait confiance en lui, estime en lui aussi, si je ne suis pas issu de cette université, de cette culture aussi. Tout à fait, ça te donne toute une confiance en toi-même, en l'avenir, en la création, c'est une évidence, tout Absolument. À fait. Donc mon rôle à la fac, c'était, j'enseignais anglais, module oral, mais j'enseignais aussi, on était une promotion un petit peu très spéciale, promotion art dramatique. D'ailleurs, on était formé par M. Fetmouche, Omar Fetmouche, l'actuel directeur de TRB. À qui on rend hommage dans cette émission, tout à fait. Oui. Donc, on a joué des pièces théâtrales. Dans mon cas, on avait joué avec mon groupe une pièce qu'on avait confectionnée, écrite par moi, qu'on avait confectionnée ensemble, qui s'appelle The Voice of Truth, la voix de la vérité. Mais le but de ces pièces-là, c'était beaucoup plus l'apprentissage de la langue anglaise. Bien sûr. Après, j'ai pris le relais. J'ai aussi mis en scène une pièce de Sophocle, Antigone, mais aussi Antoine et Cléopâtre, The Mask of Hiroshima aussi. Donc j'ai gardé contact avec mes étudiants et même jusqu'à aujourd'hui. C'est fabuleux et pourtant vous n'aviez pas beaucoup de moyens pour jouer toutes ces pièces. Hein? Rien du tout. Et en fait, peut-être que vous n'étiez même pas encouragé à mon avis. Rien du tout. Au niveau du département, on avait un peu d'encouragement et aussi beaucoup de bâtons dans les roues. Dans les roues, bien sûr. Mais il fallait quand même, moi je donnais de l'argent de ma poche, des étudiants aussi contribuaient pour confectionner les costumes et tout ça. C'était des expériences fabuleuses en fait. Mais moi j'ai beaucoup appris, à la fois sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan humain et aussi sur le plan écriture, parce que c'est à ce moment-là j'ai découvert le théâtre, j'ai découvert l'écriture dramaturgique qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore aujourd'hui
à bien écrire, je crois. C'est clair, et donc c'est à ce moment-là aussi que tu écris peut-être tes premiers textes. Ce fut de la poésie, ou bien c'était un roman, parce que tu as publié assez jeune un roman, Espoir déchu, c'est ça? Espoir déchu, absolument. L'histoire d'Espoir déchu, c'était pas à cette époque-là, en fait. Ah d'accord, c'est plus tard? J'ai commencé à l'écrire, en fait... Bien avant? Oui. Ah d'accord. J'étais à la fac, j'avais 17-18 ans. Je commençais à l'écrire quand il y avait la période de Gouzral. Gouzral, ouais. Il faisait chaud, c'est la canicule. Il faisait très chaud, la canicule. Les militaires qui mettaient le feu et ça continue toujours malheureusement. Ça continue toujours. Depuis maintenant combien d'années les feux sont clairement instrumentalisés en Kabylie, bien sûr. Absolument. Donc c'était la fournaise. شو خدمة تفرغ برا توا إذا لسن قرا ثلث داوت تزمور. يوسف تزمور الساعة واحد 200 سنة ناقص 300 سنة. الغاشية كنت قخام تفرج هناك سوب اوبيراني كاساندرا انطونيلا غتفيض السنه يون ولا شي زيت الدرس كنروح قصدو تزمور ثني هذا en toute tranquillité dans le calme même s'il fait chaud. Ouais. فافا داغين جو كخوا كو فافا يتاخد طاس جرنانن وي يغمسن قرا يغمسن تعرف ثما مويد تروميس فافا داغين à l'époque il a militant وفي غرغور 16 ميس نقارن قدريسن التكست ستيفينار انت داغين يتالو ثم دياس. Ah ben c'est magnifique, et je crois que ta maman aussi enseigne. Ma maman est enseignante également. Donc tu as baigné quand même, tu as la chance d'avoir quand même baigné dans un milieu intellectuel, hein, absolument, un milieu d'artistes, on va dire comme ça les choses. Il est, je dis on va remonter encore le fil plus loin. N'est-ce pas? Donc on a tous, chez nous les Kabyles, on a tous cette, comment dire, ce fil-là vers tout à fait. Parfois il est cassé, mais si on le cherche, on le trouve. Ouais. Et je rappelle que tu viens de très belle région, Tizirnif, à qui on rend hommage, bien sûr, on les salue très bien. Oui. Et donc, c'était l'été et l'espoir déchu, ça a commencé. J'ai commencé à l'écrire. J'étais dans la période de l'apprentissage de la langue française, en fait, parce que voilà, nous c'est le fondamental à Kanqara. Exactement. C'est l'école fondamentale qui a brisé tant de compétences de Ben Bouzid, en voulant faire plein de choses alors qu'on n'avait même pas les moyens pour faire l'essentiel. Voilà. Donc on était soi-disant des zérolingues. On Tout à fait. Mais avec le temps, je crois que personnellement, il faut s'immiscer individuellement pour pouvoir se libérer de cette, de cette anarchie qu'on a acquis. Il faut faire cet effort personnel et c'est toujours possible de le faire. Oui. Tout à fait. Et puis des repères, on a toujours des repères. Moi personnellement, j'ai mes parents comme repères. J'ai aussi, comme je disais tout à l'heure, Mouhouhmou. Il a malheureusement, c'est une bibliothèque qui a été brûlée. Il est mort, on n'a pas recueilli ses... Moi, j'étais jeune pour pouvoir recueillir à son âme. Mais donc, il avait écrit des poèmes ou bien non, il n'écrit pas, il les récitait. Ah, il les récitait. Exactement comme Simohan Doumhan, voilà. Notre plus grand poète, probablement. يحفظ داغينا تاست مزيان سموحان دومحد كشو خدمه هي السامدي سميتو غالا سي الليسي سميتو 15 سنه 14 سنه تروحوا على الغورس فهاد الغرس نكون الغران ساعات واشولت اروح ادوالي محمم كيتيلي قيمه ثمينس يونو دكانكني هاد قيمه ثمينس الغاشي تعدي انت شو يخدم يقاري تمدياس يتمدو يد ذا زمني ذا ما زمني يتمدو يد ثمسنيس ثمغليس دي الدنيا ثمغليس sa sagesse éventuellement لكن الذي لو انه فقره باللي ثلاثه خاوسه هذه تسفرارن. C'est fait presque inconsciemment, c'est ça? C'était presque inconsciemment en fait. Mais avec le temps, quand j'ai commencé à écrire et quand j'ai commencé à discuter avec les gens aussi, à connaître pas mal d'écrits de Mouloud Mamri, de Mouloud Pharaon, de pas mal de gens, pas mal d'écrivains également, je me suis dit, en fait, j'ai emmagasiné inconsciemment pas mal En fait, c'était rentré en toi sans que tu le saches. Mais c'est extraordinaire. Et donc, tout jeune, tu termines l'écriture de ce roman.
ou bien tu laisses un peu le temps? J'ai laissé un peu le temps, donc il a un petit peu fermenté, que soi-disant fermenté. Bien sûr. Mais Peut-être après, un peu mûri. ouais, mûri. Ton écriture a mûri certainement, Oui, à bien oui, des égards. c'est toujours ça. Voilà. Puis il a été publié en 2008, donc je l'ai écrit. Il a été publié en 2008 en France, aux éditions Sefraber, je crois. Ouais. Voilà. C'est un roman très naïf, en fait. Une histoire d'un étudiant qui veut changer les choses au sein de son Oh, village. il n'est pas aussi naïf que ça. Hein. Il n'est pas aussi naïf que ça. Vouloir changer les choses, c'est pas toujours naïf. Hein. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive à cet étudiant? Eh bien, à cause d'une caste qui, comment dire, qui s'accapare du pouvoir au village, il n'a pas pu le faire. Et malheureusement, il décède. Et c'est l'espoir déchu de tout le village qui a cru en lui, avec toute la peur Et c'est une métaphore pour toute l'Algérie, à peu près, pour la Kabylie. À peu près, c'est ce qui se passe. Ayant quand même le courage de le dire, les espoirs ont été largement déchus à l'échelle et nationale et à l'échelle de notre chère Kabylie quand même. Hein. Il y a eu plein d'expériences et peut-être que aujourd'hui encore, tu parlais d'enseignement, peut-être qu'on n'en tire pas encore les enseignements de tout ça. Malheureusement. Justement, c'est beaucoup plus aussi... la thématique est beaucoup plus le dénigrement que nous, jeunes, nous recevons de la part des plus âgés, des gens qui dirigent, qui ont un peu plus de pouvoir. Voilà, donc on voit là actuellement des séniles qui sont en train de nous gouverner, n'est-ce pas? Mais aussi une critique par rapport aux parents, par rapport aussi à toute autorité, en fait, qui ne nous donne pas la chance d'évoluer, de nous améliorer. Carrément, ils nous cassent, ils brisent nos volontés. Et ça, c'est vraiment à déplorer, même si parfois on se dit, oui, on est démocrate, nous, Kabyles ou Algériens, on se dit, on est démocrate. On peut se le dire, mon ami Noufel, mais encore faut-il le montrer, hein? Encore faut-il l'exercer, donner l'exemple. Effectivement, ces débats, nous ne les avons pas vraiment eus. Hein? Nous sommes restés à une période de clichés et de slogans. Le slogan ne construit pas. Voilà, donc l'image qu'on a actuellement d'un activiste, d'un démocrate algérien, c'est celui qui va protester dehors ou qui agit dans un parti politique, qui est actif dans un parti politique ou autre association. Et quand il rentre à la maison, c'est sa femme ou sa mère qui le sert. Et quand il demande à sa sœur de lui servir de l'eau, si elle ne le sert pas, c'est peut-être une gifle ou une insulte. Voilà, c'est un bel exemple, il faut dire les choses comme elles sont. Et on dit qu'on est démocrate alors que la femme est opprimée, etc. Ça, par exemple. Tout à fait, ça, ce n'est qu'un seul exemple peut-être. Il y a aussi d'autres travers qu'on peut corriger, qu'il est possible de revoir peut-être avec plus de lucidité, avec plus de sérénité, loin des insultes et des invectives. Et donc, pour la poésie, je crois que ton premier texte publié, c'est Pensée pensante, c'est ça? Pensée pensante, c'était un essai. C'est un essai. Oui. Donc, j'étais à la Maison de la Culture Mouloud Maamri dans un atelier de poésie, où j'ai rencontré Belharrath et Hassan Mariche aussi, qui m'ont beaucoup encouragé, beaucoup plus Hassan Mariche, pour publier. Que nous saluons au passage, bien sûr. Ouais. Donc, qui m'a beaucoup poussé à éditer. Et moi, je crois que les portes sont ouvertes à travers ce petit recueil-là. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à intervenir. Il est sorti, je crois, en 2006. En 2006, oui. En 2006. Donc, j'ai commencé à être invité un petit peu partout en Algérie pour pouvoir déclamer ma poésie. Et aussi dans des festivals en Kabylie, donc entre autres Raconter les arts, de la Ligue des arts dramatiques et cinématographiques à Tizi Ouzou. C'est un festival itinérant. Est-ce qu'il existe toujours ce festival? Il existe toujours chaque année. Il se tient toujours à Tizi Ouzou ou bien il migre un peu en Kabylie? C'est très bien. C'est un festival itinérant qui fait pas mal de villages en fait. Pour animer les villages, donc on invite des artistes internationaux qui viennent un peu partout, de Belgique, de France surtout. Oui. Et chaque village accueille ces artistes-là. Et on est là, on déclame, on fait de la poésie, on fait du chant, il y a à manger. C'est le village qui accueille. C'est magnifique, c'est pluriel en plus. Il n'y a pas que de la poésie, il y a autre chose. Il y a d'autres arts. Oui, et des nuitées qu'on passe là-bas et on loge chez les gens. Chez l'habitant, comme on dit ici. Voilà. Chez nos hôtes, chez les gens de Sedders. Oui. Donc, et on fait nos activités et Sedders aussi, il participe. Donc on est dans cette ambiance-là festive, mais aussi de savoir et de transmission.
C'est toujours ce qu'il faut. C'est peut-être ça la force de la société kabyle, c'est la transmission qui ne devrait pas partir. Hein. L'idée de l'indépendance algérienne a été rapportée par les immigrés kabyles. Faut-il le rappeler, hein. C'est toute une histoire. Et donc, et la poésie en kabyle, elle est venue comment, Noufel? En kabyle, فافي يتسالو ثمزياس فافي نتيك ثقن الحني يويدي زوجن نتيك ثقن الحني يسعى العود نفرد فراقي لاندي مدوكال bien sûr que nous saluons qui est effectivement de Tizernif bien sûr يورياس ثمزياس داغين دونك يسعى العود ينس ذي تدرت تعرض نتيد دونك تعرض نتيد ويدي زوجن سنيقن الحني يبدا بري اديني ثم دياس تينس ابري لاني مدياز النظني دي قارن ثم دياس هاث دماغ د سميتو اللي غادي مشطوح الدماغ دو كان شتيني كني ديني انكونسيامون توجور tout à fait mais bien sûr ça ressurgit toujours tout à fait mon ami Noufel, ce sont de belles histoires que tu nous racontes. On fait juste une petite pause et on revient. Merci. Très bien. On revient donc au débat avec le poète et écrivain Noufel Bouzbouja qui nous vient du Danemark. Et Noufel, tu nous viens du Danemark, mais les histoires kabyles, elles sont toujours dans ta mémoire, elles sont au plus profond de toi-même. Et donc tu disais que la poésie de ton papa en kabyle t'a influencé, hein, t'a donné peut-être le goût du mot, le goût de la création. Ben oui, moi je crois qu'il y a peut-être un peu de vers examen dans le sang que mon père m'a transmis, et à travers son grand-père aussi. Et c'est ça. Et puis avec la lecture aussi. Moi je crois qu'un écrivain ne peut pas être écrivain sans lecture. Hein. Donc, et moi je lis, lis en plusieurs langues. J'ai cet avantage-là de maîtriser plusieurs langues. Et je crois que c'est très important d'améliorer mon écrit, mais aussi d'avoir des perspectives, de connaître d'autres cultures. De s'ouvrir à d'autres cultures qui nous enrichissent, c'est-à-dire il faut qu'on garde nos racines, mais aussi il faut regarder le monde. Ah oui. Donc c'est comme un courant d'eau, c'est pas un étang dans lequel se stagnent les choses, il y a une mauvaise odeur. Bien sûr. Donc il faut s'ouvrir aux autres pour qu'il y ait une eau courante qui se renouvelle. Voilà. Tout à fait. Donc, je parlais de la poésie kabyle parce que tu as publié Isfra, donc Smadasen Vruthes et Iwawaliou. Qu'est-ce que tu nous racontes alors dans ces poèmes kabyles? Azwoul, le titre déjà, nous moudis Isfraïgi, c'est Vruthes et Iwawaliou. Vruthes, Serrahthas, Nar Vruthes, Sergumthit. Voilà. Vous avez le choix. C'est-à-dire maudissez ou bien libérer ma parole. Donc, c'est libérer ma parole, donnez-moi un champ d'action, un champ aussi pour dire ce que je sens, ce que je pense. Parce que chez nous, on a cette répression de l'émotion et aussi de la pensée. Et c'est ce que je plaide dans ce recueil de poésie. Je plaide pour libérer la parole. Parce qu'au sein de la famille, on n'est pas libre de dire ce qu'on pense. Oui. On a encore des pesanteurs, peut-être une forme de conservatisme. Pas seulement ça, en fait. Moi je crois que c'est aussi une sorte de non-savoir. Aussi. On n'a pas ce savoir-faire et ce savoir-être et ce savoir-penser aussi. Parce que si on explore un petit peu quelques mauvais proverbes qu'on a, parce qu'il y a toujours aussi des... Bien sûr, bien sûr. Quand quelqu'un parle, c'est quoi? Normalement, tu penses qu'il faut changer cette vision? Absolument. Maintenant, le savoir est accessible à tout le monde. Donc, et puis, il ne faut pas faire dans le dénigrement. Il faut faire dans le conseil. D'accord, on conseille le Benjamin ou le cadet. Tout à fait. Mais il ne faut pas brider les gens. Voilà, le dénigrement. Il ne faut pas les choquer. Peut-être qu'ils vont abandonner complètement. Absolument. Alors que même s'ils sont dans des tentatives, même si elles ne sont pas fructueuses au départ, elles pourraient le devenir. Absolument. Donc, il ne faut pas dénigrer ou insulter. Il faut donner la chance de s'améliorer et conseiller. Donc, moi, quand je commençais par exemple à écrire, des amis, ma famille, même ma famille elle-même, qui est instruite,
Ah, qu'est-ce que tu vas faire avec tes écrits et tout ça. Avec le temps, quand j'ai commencé à éditer, je recevais des messages, des gens qui venaient me voir et tout ça. Ah, le regard a changé maintenant. La radio, la télévision qui m'invite, le regard a changé. C'est à ce moment-là que je perce et que je gagne l'estime de ma famille d'abord. En fait. C'est magnifique et d'où peut-être effectivement l'intérêt que les médias, hein, que l'entourage encourage justement la création et peut-être encore plus dans la langue kabyle parce qu'il faut dire nous n'avons pas beaucoup d'éditeurs, nous n'avons pas beaucoup d'auteurs, hein, même si beaucoup de gens écrivent. Hein, aujourd'hui se faire publier n'est pas évident en Algérie, n'est-ce pas? Pas du tout aisé. Moi, j'ai trouvé plusieurs difficultés d'éditer déjà mes textes en Algérie parce que je parle librement, je parle de sexe, je parle de tous les tabous qui puissent exister. Je parle d'inceste, par exemple, dans Espoir déchu. Mais l'inceste existe oui, dans toutes les sociétés et dans notre société également. Notre société ne peut pas échapper, c'est une société humaine comme les autres. Absolument. Donc, et ça, on sait à peu près l'appréhension ou les appréhensions quand les lecteurs ou la société algérienne par rapport à ça, aussi les éditeurs. Donc c'est très osé déjà de publier des textes comme ça. Alors quand on n'a pas, quand on n'ose pas assez, on ne peut pas éditer des textes comme ça. En fait. Tout à fait. Noufel, toi qui publie en langue kabyle, tu publies dans d'autres langues aussi, mais pour la langue kabyle, beaucoup de gens aujourd'hui, y compris les intellectuels, les universitaires, disent parfois « Oh, c'est difficile de lire en kabyle ». Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là? Pourtant, c'est très facile. Moi, je crois que le fait... Maïlan تمسليت مايلان تمسليت وثلاثني ثورة اللان les moyens, on a les moyens اللان on a internet, on a surtout avec l'internet et les réseaux sociaux. Oui. Mais qui n'a que des narcissites سقفيلي terrorisme ou Sénégal terrorisme نقلق زي ثورة Tu t'améliores, tu le sais, mais bon, mais l'essentiel peut-être il est dans l'âme de cette poésie que tu écris. Donc, Maïla مزال يخدم راه ويمد درس كيمانيس إثوثلاثيس وزمير غرز مد غيثو ثلاثي النظام Maïla مد غيثو ثلاثي خاطر ثلاثي وإيدي مد النكيني mais en réalité, c'est-à-dire on peut en 2-3 jours maîtriser un peu cette écriture qui n'est pas très difficile, qui a été largement codifiée par un géant de notre littérature, Mouloud Mamri. Ben oui, moi je me dis que c'est un manque de volonté en fait. Il faut pas quand même se verser dans l'hypocrisie ou dans la paresse. Beaucoup plus la paresse. هينيون ثقبيلي شخمغيس شخمغ مايلا ميقارن غريات سنا شخمغيس والشيرا غروم يقارن Ça peut être valable pour toutes les langues. Voilà, c'est pas seulement pour la langue kabyle. Et encore, la langue kabyle peut être utile. Elle peut même un jour devenir une langue qui sera économique. C'est à nous tous de le faire. C'est à nous tous d'encourager l'écriture, les écritures dans cette langue. Et puis, chez nous, on n'a pas vraiment de mécènes, Noufel. Nous avons, il faut le dire, beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne s'impliquent pas vraiment dans la culture, dans l'écriture. Alors qu'un prix littéraire, même pour une somme moyenne, pourrait encourager les jeunes à s'investir dans cette écriture. Ouais, on reste sous la houlette de Madame la ministre, etc. Malheureusement. Les initiatives concernant beaucoup plus l'écrit, spécialement l'écrit, il n'y en a pas. Les gens ont de l'argent, mais je sais pas, on n'a pas la culture de l'écrit ou la culture de la littérature en général. Tu penses qu'on n'est pas encore sorti de cette période orale quelque part? On est sorti, mais il faut une éducation. Comme moi je vois par exemple au Danemark, dans les pays scandinaves, où j'anime personnellement des ateliers d'écriture, on voit les gens donner de l'argent pour faire ça, des mécènes, des gens riches ou pas très riches aussi. Oui, des fois ils ne sont pas très riches comme tu dis, mais... Et qu'est-ce qu'ils font? Des ateliers d'écriture. Voilà. Des ateliers d'écriture, même des jeunes et tout ça.
أسن نثيرة تقبليت أسن غير نثيرة ويزيد سارون يميورا Tout à fait. Ça c'est possible en Kabylie, c'est possible aussi dans nos diasporas. Aujourd'hui, nous avons les diasporas en France, au Canada, en Angleterre, maintenant dans d'autres pays. Même dans les diasporas, ça ne se fait pas vraiment. Alors que c'est possible que ça se fasse. Et c'est très très possible et c'est pas cher. Surtout, surtout en Kabylie. C'est pas cher si on fait le change et tout ça en fait. Mais c'est un manque de volonté et un manque un système en fait mental dans lequel il faut conscientiser un petit peu les gens sur l'écrit, parce que c'est l'écrit qui reste. Tout à fait, c'est même indispensable aujourd'hui. Mais revenons un peu en arrière, on a vu quand même à un moment donné des partis politiques activés, tu le disais tout à l'heure, hein, mais ces propres partis politiques de l'opposition qui s'approchent quand même d'une certaine réalité, eux-mêmes n'ont pas été en phase avec la création culturelle, pas seulement la poésie, pas seulement le roman. Parce que la chose politique, en fin de compte, elle passe pas seulement par le canal politique, parce que c'est ce qu'on pense. Il faut toute une dynamique Tout à fait. À la périphérie, n'est-ce pas, de la chose politique. Et l'écrit en fait partie, parce que quoi qu'il en soit, j'écris de la poésie, mais il y a toujours de la politique dedans. Même si j'écris sur l'amour, mais c'est aussi politique. Tout à fait, il y a toujours des messages qui sont possibles. Oui, c'est relatif. Il y a toujours des interrogations importantes qui peuvent servir la société, effectivement. Oui, parce que dans la société aussi, il faut investir la société dans tous ses aspects. Ce n'est pas seulement dans la chose politique, dans l'administration des affaires de la cité. Tout à fait. Il faut conscientiser, comme je disais tout à l'heure, et donner accès aux citoyens, le former le citoyen, parce que nous avons un manque de citoyenneté. On ne connaît pas encore c'est quoi être un citoyen. C'est pour ça que nos villes sont sales. On est violent. Il y a beaucoup de problèmes, effectivement, que nous pouvons résoudre, même si, effectivement, une part de responsabilité peut être imputée aux autorités, c'est une évidence. Mais du moment que nous savons qu'en général, ces autorités, en tout cas, en général, le pouvoir central fait plutôt dans cette possibilité de créer des problèmes, donc les citoyens devraient réagir autrement. Ah oui, il faut être très très intelligent, parce qu'on est devant un système politique, un régime qui casse toutes les volontés, n'est-ce pas? Tout à fait. Et qui, surtout quand elles sont autonomes. Voilà. Oui. Et parce qu'il nous ramène toujours cette idée-là que nous, jeunes d'ailleurs, ou nous, étant de la même société, nous ne pouvons pas penser par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on nous dit Hizb França ou bien le parti des Juifs. Il veut toujours être tuteur d'un peuple. C'est toujours ça. Comme c'est nous, qu'il veut immature tout le temps. Bien sûr. Comme c'est nous n'avons pas la possibilité de penser par nous-mêmes. Et de ce fait, c'est un petit peu renier l'humain en nous-mêmes, parce que l'humain, il peut dépasser les frontières, elle peut dépasser la pensée unique qu'une société en a. Et de ce fait-là, ils ne veulent pas qu'on évolue, ils ne veulent pas aussi qu'on soit intelligent. Évidemment, pourquoi? Pour servir leurs intérêts, et ça on le sait tous. Oui, c'est une évidence. C'est un peu ce que tu dis dans Algérie, Banquet des nonchalances, qui est sorti donc en France chez Idée Livre. Idée Livre, ouais. C'est à peu près ça aussi, c'est les nonchalances. Donc, à la fois de la part du régime, de la part du politique, des politiciens. Donc on ne donne pas la chance aux gens d'évoluer, on ne donne pas la chance aussi aux gens de faire ce qu'ils veulent, d'être eux-mêmes, parce qu'on n'arrive pas à être nous-mêmes là-bas. Dans quelle mesure? Dans la mesure où il faut être musulman, pas autre chose. Il faut être de ce parti pris et pas autre chose. On est encore dans le régime du parti unique, réellement, de par la pensée. Hein. Ah oui. Il faut avoir cette identité, et l'identité, elle est multiple. Mais bien sûr, elle peut même évoluer d'une certaine façon, cette identité, si on regarde le monde. Si on veut être dans une autre phase, par exemple. Oui. Donc, dans le premier article de la Constitution, arabe, musulman. Mais bon sang, moi, si je me réfère à l'histoire de l'Afrique du Nord, Samazra, je trouve qu'on était animiste, qu'on était juif, qu'on était chrétien, et qu'on l'est encore.
et qu'on est musulman. On peut l'être. Oui, et au nom, les hommes et les femmes sont normalement libres. Voilà. Et au nom de l'humain, bon sang, on est libre d'être ce qu'on veut. On peut être athée aussi. Mais il faut qu'il y ait toujours du respect entre nous. Tout à fait. Et un dialogue. Tout à fait. Peut-être de la tolérance, peut-être de l'amour aussi, après de la solidarité, de l'humanisme. Et ça se construit malgré les différences. Contrairement à ce qu'on veut nous faire admettre qu'il n'y a que le système de l'unicité qui est valable et qui est porteur d'une certaine unité du pays. Alors que c'est un discours qui devrait être dépassé aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, qu'il faut carrément éloigner. Parce que moi, je me dis toujours que dans la différence, il y a de la diversité, et dans la diversité, il y a la richesse. Ce serait monotone d'être seulement dans un seul cancan dans lequel on est pourri. En fait, quand on est dans une chambre, fermée, tout le temps fermée, quand on n'ouvre pas la fenêtre, on se rend pas suffoque. Mais on se rend pas compte aussi des odeurs qui existent. Ah oui, tout à fait. C'est au moment où on ouvre la fenêtre qu'on se rend compte, il y a de l'air frais. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ça, tu le dis parce que maintenant, toi, tu as quand même pris du recul. Est-ce que ta venue en Europe a modifié ton regard sur l'Afrique du Nord, sur la Kabylie? Ah oui, ça c'est sûr. Quand on s'exile, moi je crois qu'on se connaît soi-même mieux parce qu'on se voit à travers une sorte de distanciation. Pas à la brechtienne, mais beaucoup plus à la James Joyce en fait. James Joyce. Donc, James Joyce d'ailleurs dans son roman là, Portrait d'un jeune artiste, il dit que pour qu'un artiste soit accompli, il faut qu'il fuit 3 entités principales. Oui, ce sont la religion, la famille et la société. C'est un peu valable pour la société kabyle, tout ça. C'est la même chose. James Joyce, qui est irlandais, il y a des ressemblances entre la société irlandaise et la société kabyle. Oui. Donc, dans cette mesure-là, si on garde cette distanciation, parce qu'il y a toujours une sorte de regard du passé, de ce qu'on vit actuellement et de ce qu'on va vivre au futur. Donc, même si le futur, on ne le connaît pas encore, mais cette distanciation nous apprend beaucoup. Donc on n'est pas forcément plongé dans la société d'accueil, mais on fait toujours des comparaisons, n'est-ce pas? Et il faut toujours que nos différences, et il faut toujours apprendre de nos différences, de différences des 2 cultures, et cultiver les similitudes. Et l'exil nous fait, pour un écrivain, un poète, ce n'est pas toujours facile aussi, non? Il y a toujours des choses qui peuvent manquer au créateur, ne serait-ce qu'un bout de terre, un coucher de soleil, des petites choses toutes simples de la vie qui vous donnent tant de bonheur, bien sûr. Certainement, moi je souffre au Danemark de l'absence de la lumière en fait, et c'est très... c'est une autre lumière qu'il y a au Danemark, ce n'est pas la lumière de la Méditerranée pas en général. Moi ça m'affecte beaucoup en fait. Et puis la famille, les amis, donc cette compréhension aussi qu'on a cultivée à travers le temps jusqu'à l'âge adulte. Donc on se déconnecte quelque part aussi. Et ça, ce n'est pas ce qu'on a laissé, quand on retourne, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'on avait laissé et on sent et donc l'exil est toujours double en réalité. Double, oui. L'exilé redevient exilé chez lui, s'il passe beaucoup de temps ailleurs, n'est-ce pas? C'est ça, on s'accomplit à un certain niveau, au niveau intellectuel, au niveau aussi philosophique, mais au niveau société, on est un petit peu, pas dedans, un petit peu out et entre. Mais c'est bien, je crois que c'est bien parce que nous servons à quelque chose. Le côté positif, c'est que nous servons comme passerelle entre ces cultures-là. C'est ce qu'il faut justement prendre comme chose positive. Tout à fait. L'exilé, s'il prend du recul, et il devient un peu plus serein aussi, plus lucide sur lui-même, sur sa société, parce que tout est relatif, parce que à un moment donné, tout le monde pense que sa société est la meilleure en tout, Voilà. Mais ce n'est pas vrai non plus. C'est pas vrai parce que c'est des sociétés humaines et puis on est tous les mêmes. On a des défauts, on a des choses
positive. Mais moi, je me dis toujours qu'à un certain niveau, n'est-ce pas, Youssef semeur de l'amour que vous êtes. Merci. Donc, je me dis toujours qu'à un certain niveau, nous sommes des symboles. Qu'on le veuille ou non, en fait, nous sommes des symboles. Parce que je disais tout à l'heure, passerelle entre les deux cultures. C'est nous qui faisons ce rapprochement-là, sans prétention. Bien sûr. N'est-ce pas? Et puis, on est demandé ici, on est demandé là-bas. Tout à fait, tout à fait. Et puis, pour tous ceux qui écrivent, ils laissent des traces, parfois sans le savoir vraiment, mais les traces sont là. Et je reviens à un autre de tes livres, Noufel, que tu as intitulé « Du haut de nos potences ». Ah, tu choisis bien tes titres, hein. Ils sont un peu, ils secouent tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent? Publié aussi en France, chez, et des livres aussi. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce livre? Du haut de nos potences, c'est un petit peu l'actualité internationale, en fait. Je parle un peu de tout, sur ce qui se passe au monde actuellement. Oui. C'est un livre, d'ailleurs, qui a été traduit par Éric François Grodin, qui est un traducteur du français vers le danois, qui a d'ailleurs traduit Nina Boraoui. Financé par le Conseil des arts danois et une commune qui s'appelle Fenu, au Danemark. Donc on peut le lire aujourd'hui en danois. En danois. Et tu peux nous dire le titre? Moi je ne peux pas le prononcer. C'est Fragalienstop, donc du haut de nos potences. Ah voilà, il y a sur l'édition danoise une potence en photo sur la une du livre. Ouais. Et donc, tu racontes un peu le monde assez violent d'aujourd'hui. Hein. Oui. En fait, tes écritures sont un peu dans la subversion, dans le combat poétique entre la violence en général. Ah oui, moi je ne dissocie pas en fait ce que vit le monde avec la poésie, parce que la poésie se conjugue avec notre vie. La poésie, c'est aussi un mode de vie en fait. Bien sûr. On est amoureux poétiquement, on fait l'amour poétiquement, bien sûr. Et on vit poétiquement. C'est-à-dire que c'est toute une philosophie de vie aussi, qui est très intéressante, et on ne peut pas la dissocier de la politique ou de la société. C'est-à-dire qu'elles y vont du même pied. Moi, je crois en ça. Tout à fait. Donc, j'essaye de secouer un petit peu. Et la poésie a toujours été importante dans la société kabyle, depuis des siècles. Il y a eu même des conflits qui se sont réglés grâce à la poésie. Nos anciens poètes, ça date depuis des siècles. Oui. Donc, il y a des aspects de tout ça, de nos ancêtres, de cette poésie-là kabyle qui revient dans mon écrit. Plusieurs gens me l'ont dit d'ailleurs. Fragalienstop a reçu de très bonnes critiques au Danemark. Au Danemark. C'est excellent, c'est très bien. Parce que c'est une écriture un petit peu différente de ce que font les Danois. Les Danois en général. Oui, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on me dit souvent que vous pensez en kabyle mais vous écrivez en français, par exemple, ou bien en anglais. C'est un petit peu la même chose. Mais moi, je crois que j'ai atteint un certain niveau. Je me suis rendu compte, en fait, que j'ai ce mélange-là qui vient de toutes les langues, et j'écris dans une langue cible. Mais on sent qu'il y a un peu de français, qu'il y a un peu de kabyle, qu'il y a un peu d'arabe. En fait, il y a ton parcours, il y a tout ton parcours, toutes tes expériences. C'est vraiment excellent. Et puis, Noufel, tu participes aussi à des ouvrages collectifs. Et je sais que tu as participé à une revue Convergence, que notre ami Kader Rabia et son épouse Sonia Lounis ont lancé. Donc, ils sont, je crois, au 2e numéro. Et donc, tu as participé dans cette revue. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette expérience? J'ai déjà participé dans d'autres ouvrages collectifs à l'échelle mondiale, en fait, à l'échelle locale aussi au Danemark. Et il y a celui-là aussi, Fri Oa. Oui, tu peux nous dire. Fri Oa på flukt, qui veut dire des mots en mouvement. Des mots en mouvement, c'est belle image. Ouais, j'ai mis une nouvelle en anglais que j'ai écrite qui s'intitule Ameklochar. Ah, c'est toujours bien choisi. Voilà. Tes titres sont toujours bien choisis, c'est excellent. J'essaye de. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit à Ameklochar? Ameklochar, il parle de l'histoire d'un vieil homme qui a été viré de son travail et qui, avec le temps, puise dans les poubelles
fouine dans les poubelles pour survivre, pour trier les déchets et tout ça. Et à partir de là, il raconte ce qu'il vit au sein de son quartier. Il critique carrément la société et ce qui en suit, tout en poétisant, tout en chantant des chansons de l'Anqa, al-Hasnawi, tout ça. Donc c'est-à-dire même dans cette situation très difficile, il n'oublie pas la poésie. La poésie, elle est toujours là. Pas du tout. Et c'est ça peut-être le rôle principal de la poésie, hein, de ne pas laisser tomber l'essentiel. On ne dissocie pas ce qu'on vit au quotidien, n'est-ce pas, avec l'art, en fait. Voilà. Donc l'art, ce n'est jamais l'art pour l'art, mais c'est beaucoup plus pour servir une cause, pour atteindre un objectif. Il peut être toujours utile et peut toujours faire avancer les sociétés. Ben oui, c'est à partir de là qu'on développe un esprit critique. Tout à fait. Une conscience aussi par rapport aux choses qu'on vit au quotidien. Et ça, c'est très important. Et la poésie kabyle a toujours été un peu à l'avant-garde de cet avis-là ou dans ce processus-là. Et c'est ce qui est intéressant. Voilà. La poésie kabyle a toujours aidé les Kabyles à se surpasser, certainement. Ah oui, ah oui. Donc la perspective de Kader Arabia dans Convergence. J'ai publié quelques poèmes dans la 2e édition. On a d'ailleurs fait une lecture dernièrement à l'Auberge des Idées. C'était ici à Paris. On le fera aussi une autre fois, prochainement, le samedi prochain ou le dimanche. C'est très bien parce que ça rassemble plusieurs auteurs de plusieurs nationalités et ça crée une sorte de brassage. Tout à fait. On revient encore aux passerelles dont tu parlais tout à l'heure. Oui, ça dépasse les idéologies, ça dépasse les langues, ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Et on revient à l'humain, au fait. Voilà, et on apprend beaucoup. À l'humain qui est l'élément essentiel. Et on arrive à la fin de l'émission, mon ami Noufel. Merci. Peut-être un dernier mot, peut-être des projets, je ne sais pas. J'espère qu'on n'aura jamais un dernier mot. Je l'espère aussi, oui. C'est juste une façon journalistique je comprends. de dire les choses. Je suis là pour secouer aussi un peu. Secouer un petit peu. C'est pas mal, oui. J'espère qu'à travers cette petite fenêtre que Youssef et Berber Télévision nous a ouvert, on arrive au cœur et aux pensées des gens. J'espère qu'on a pu apporter quelque chose. Voilà. Je l'espère aussi. Merci à toi, mon ami Noufel, d'être venu. Mes amis, je vous dis merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.